Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous réveiller avec les couleurs de l'arc-en-ciel dans votre matinale survitaminée, surénergétique et de l'énergie. On va en revendre avec ce duo qui vous accompagne tout au long de votre journée. Donc, vous imaginez que je suis bien accompagnée de Monsieur Kovoy. Bonjour. Bonjour Alix, bonjour à tous mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour ce avant-dernier rendez-vous de la semaine. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018 avec aujourd'hui la place à l'environnement, la place également à l'art et innovation. Et puis aussi nous allons parler donc dans la thématique de l'endométriose et ce calvaire que vivent bon nombre de femmes de façon silencieuse. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce rendez-vous. Dans quelques instants seulement, on aura le premier flash avec Maï Sako, ou si vous préférez, maintenant, right now, comme disent les anglo-saxons, le flash avec Maï Sako, c'est parti. Bonjour à tous, merci de suivre ce premier flash. Le ministre d'État, ministre de la Défense, était dans le sous-quartier de Bokabo pour apporter son soutien et celui du gouvernement aux populations touchées par les pluies diluviennes qui se sont abattues le lundi dernier sur le district d'Abidjan et s'enquérir de l'état des bassins d'orage de la commune. Selon Ahmed Bakayoko, des dispositions seront prises pour l'évacuation des eaux. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, apporte le soutien et la compassion du gouvernement aux populations du sous-quartier de Bokabo dans la commune d'Abobo, touchées par les pluies qui se sont abattues le lundi dernier à Abidjan. Des ruelles rendues impraticables, des quartiers coupés à la circulation et du reste de la ville. Véritable problème pour les habitants du quartier de Bokabo, dont des cours ont été inondés. Il y a eu une urgence, il y a une situation particulière. En tant que responsable politique, en tant que maire élu, avant mon installation déjà, me rendre compte de la situation. Par ailleurs, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a pu se faire une idée du fonctionnement des bassins d'orage dans la commune. Abobo est un plateau élevé. J'ai vu qu'il y a à peu près 22 bassins d'orage, dont 11 qui sont aménagés. Donc il y a encore 11 à aménager. Et nous allons donc inscrire ces préoccupations dans nos priorités, parce que ça cause beaucoup de problèmes aux populations, des problèmes de santé. Je suis attaché à faire en sorte que nos populations vivent dans des meilleures conditions. Une visite qui aura permis au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de toucher du doigt les préoccupations des populations d'Abobo. Le directeur général du Fonds d'entretien routier était en visite hier sur l'autoroute du Nord. Diaby Lanciné était accompagné de ses partenaires marocains venus apprécier l'état de l'autoroute 4 ans après sa livraison, ainsi que le système de péage installé sur les postes sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Le directeur général a annoncé que les postes à péage d'Atenguié et Saint-Grobo rapportent dans le budget du FER la somme de 10 milliards de francs CFA chaque année. Il a également annoncé d'importants travaux sur l'autoroute pouvant entraîner des déguerpissements de sociétés. Un mot de culture, l'Abissa spécial est prévu ce samedi 10 novembre prochain à Grand-Bassam. Mais avant, une cérémonie de purification de la place Abissa a eu lieu hier. Les commiens ont communiqué avec les mânes des ancêtres afin que la fête de ce samedi puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Ce, après la désacralisation de la place par des jeunes en colère à la suite des résultats de l'élection municipale dans la ville historique patrimoine de l'UNESCO. C'est la fin de ce premier round de l'information. Je vous retrouve dans 30 minutes. Merci. Premier round. Ben oui, nous aussi, nous allons chausser les gants parce que le sport, c'est maintenant avec monsieur le coach Niamke qui va nous faire travailler le circuit du corps. Il faut se sculpter une belle silhouette à travers le sport et c'est très important. Fitness. Bonjour chez vous, bonjour Marco, bonjour Alix. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toute l'équipe de la RTI. J'espère que vous vous levez de bons pieds ce matin. Aujourd'hui, on va essayer de rester encore actif. On va essayer de faire du sport. On va partir avec un petit circuit au poids du corps comme d'habitude. 3 exercices à faire, pas très compliqués, qu'on va répéter 3 fois pour 12 répétitions. D'accord, premier exercice, on va toucher le sol, se redresser et sauter. 12 répétitions. 5, 4, 3, 2,
1, on touche le sol, on se redresse et on saute. 1, 2, on fléchit légèrement les jambes. 3, 4, 5, n'oubliez pas de vider l'air quand vous montez. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Parfait. Deuxième exercice, on va marcher avec les mains et se redresser. 5, 4, 3, 2, 1, on fléchit légèrement les jambes, on avance jusqu'à être en position de pompe et on remonte. Allez, 1, on redescend, on remonte. 2, 3, 4, allez courage. 5, 6, encore 6 répétitions. 7, 8, 9. N'oubliez pas de bien gagner les abdos. 10. Encore 2 répétitions. 11. La dernière. Et 12. Parfait. On va se mettre en position. Couché sur le dos. Jambes tendues. On va monter. Essayez de toucher le tibia de la jambe qui monte avec les deux mains. Donc les bras en arrière, on monte la jambe, on monte en position assise. On attrape la jambe et on change de côté. 2, 3, 4, 5, 6. Pensez toujours à vous asseoir en premier. 7. Et levez la jambe à la dernière minute. 8. Allez. 9. 10. Encore 2. 11. Dernière. Et 12. Parfait. Vous devez bien sentir les abdos. 10 répétitions aussi au tapis. Toujours au même exercice. On avance avec les mains et on redescend. Allez, go. 1. 2. 3. On essaie de revenir plus vite. Allez, go. 4. Videz l'air à la montée. 5. Encore 5 répétitions. 6. 7. Allez, courage. 8, je sais qu'à un moment ça devient un peu éprouvant, mais il faut le faire. 9. Et 10, parfait. Alors on s'arme de courage. Le dernier, on va le varier, on va le changer un peu. Jambes tendues. On va monter avec les deux jambes maintenant. Donc, je suis couché sur le dos, mes deux bras en arrière. Je vais monter avec les deux jambes. Mais je pense à m'asseoir en premier. Allez, go. Je m'assois, j'attrape et je redescends. 2. Pensez à lever le haut du corps en premier et lever les jambes à la fin. 3. 4. 5. 6. 7. Le dernier, allez. Avec tout le courage et la volonté. 8. Parfait. Ça fait du bien de s'entraîner. C'était Cyril Nyamke. Je vous souhaite une très très belle journée. Journée pleine de grâce et de bénédictions. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Amen. Merci, coach. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Ça fait du bien quoi, de voir que des gens se mettent à disposition ces domaines afin que votre matin soit agréable. C'est tout l'esprit de la RTI. Et puis, si vous ne pouvez pas nous voir pour des raisons techniques, sachez que nous sommes disponibles en replay sur YouTube ou sur nos principaux démembrements au niveau digital, Instagram, Facebook et puis peut-être vers la fin de ce rendez-vous, un Facebook Live. Bref, www.rti.ci. Alors, cas pratique, vous le savez, c'est tous les jeudis maintenant. Comment prenez soin de vos chaussures, vous?
J'ai une petite astuce de talc pour les bébés. D'accord. Mettre à l'intérieur et puis laisser respirer. Et puis bon, voilà, l'entretien est parfait. On va voir si votre entretien est homologué parce que maintenant c'est le cas pratique, l'entretien des chaussures en question. C'est parti. Elles sont toujours à nos pieds, elles nous donnent du style, de la classe. Et d'ailleurs, tous les stylistes sont unanimes dessus. De belles chaussures mettent en valeur nos tenues. Vous l'avez deviné, notre cas pratique de ce jour est comment entretenir et ranger ses chaussures. Il est très important de ranger ses chaussures et surtout de les nettoyer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut les protéger du soleil, de l'eau et de la poussière. Une fois qu'on a ôté les chaussures de nos pieds, il faut d'abord les nettoyer. Les nettoyer comment? Pour les chaussures en cuir, il faut tout simplement prendre une brosse ou un chiffon et les nettoyer simplement. Pour les chaussures en plastique que nous portons tous les jours, il faut les nettoyer avec de l'eau et du savon. Une fois que vous avez fini de nettoyer vos chaussures, il faut alors les ranger. Mais les ranger où? Soit dans un placard, soit sous le lit, ou soit sur une étagère. Et de préférence, cette étagère doit être hors de la chambre à coucher. Évitez de les empiler les unes sur les autres. Ensuite, vous les rangez par matière. Les chaussures en cuir ensemble, les chaussures en daim ensemble et les chaussures en plastique ensemble ou d'autres matières. Concernant les chaussures que nous portons de façon occasionnelle, comme les chaussures de soirée, les chaussures de marque par exemple, je vous recommande de les ranger une fois portées dans leur boîte d'origine ou dans un sac tout simplement. Un dernier conseil, évitez de mettre dans vos chaussures du papier journal, histoire de dire qu'on va détendre les chaussures. L'encre pourrait déteindre sur les chaussures. Je vous recommande plutôt d'utiliser du papier toilette. Voilà, c'était notre cas pratique de ce jour. Prenez soin de vos chaussures pour les garder de nombreuses années avec vous. Voilà, déroulez donc les rouleaux de PQ pour resserrer vos chaussures et puis les entretenir à l'air libre. Nous poursuivons bien sûr avec nos artères, les voies qui nous mènent à nos différents lieux de travail. Et puis c'est le point route tout de suite. Voilà, on espère que vous allez bien, vous êtes bien réveillés, que vous vous apprêtez à prendre la route, mais bien sûr, non sans avoir regardé votre émission quotidienne préférée, Matin Bonheur. L'échangeur du pont Henri Conan Bédier nous accueille d'abord pour voir que nos amis de la cour, tout personne juste dans la cour, mais juste à côté. La salutation reste toujours de mise, hein, donc on vous salue, sachez qu'on vous salue chaque matin avec beaucoup de plaisir et que vous êtes les premiers à voir le balai de véhicules sur l'asphalte de cet échangeur-là. Bref, tout va bien pour le moment. Tout va bien. On va aussi vérifier sur le pont de Gaulle qu'est-ce qui se passe. Alors, ça va également bien. Circulation fluide, on va dire. J'ai l'impression qu'il y a une brigade, Alix, pour nettoyer la lagune des salades d'eau douce. Parce que, non, par le passé, parce qu'on a l'habitude de montrer ces images-là depuis 2 ans, 3 ans maintenant, les salades d'eau douce à cette époque-là. Elles étaient insistantes. On a l'impression qu'il y a une brigade qui passe. On dira que c'est l'effet de la nature, tout simplement. C'est impressionnant. Voilà. On espère que d'ici la fin de l'année, on aura les autres artères habituelles. On aura Koumassi. On avait Koumassi en début de saison. Oui, on a eu Koumassi, le grand carrefour de Koumassi. Il faut aussi le grand carrefour de Trècheville. Et puis, voilà, même Assini, hein, les week-ends, on a des images d'Assini. Oui, on a des images de la plage d'Assini, tout ça. On a des caméras un peu partout. Le temps de les réinitialiser. Et puis, bon, ça va aller. On vous a à l'œil, donc. Lui, en tout cas, il réinitialise chaque matin la presse pour vous, pour votre confort, afin que vous soyez parés à toute information, façon de parler. Voici Ange Patrick Aoulier dans la revue de presse. Bonjour Alix, bonjour Marco, bonjour à tous. Les rapports entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le RHDP et la grève dans le secteur de la santé sont les 2 sujets évoqués par la majeure partie des quotidiens ivoiriens.
Appel à la vigilance suite à la mort des cadres du Front populaire ivoirien, la sortie absurde et honteuse des députés PDCI. Où veut-on envoyer la Côte d'Ivoire, s'interroge le Jour Plus. Crise entre les ex-alliés oufouettistes, la stratégie du RHDP contre le PDCI, les 4 axes majeurs de la riposte du parti de Bédié, titre le journal L'Inter à sa une. Le confrère qui s'intéresse aussi à la grève dans le secteur de la santé nous dit que la situation se complique dans les hôpitaux publics. Le front social en ébullition, hôpitaux, préfectures, sous-préfectures bloquées, lance notre voix à sa une de ce jeudi. Les syndicats de la santé maintiennent leur grève et les agents du ministère de l'Intérieur paralysent tout. Article à découvrir dans les colonnes de ce tabloïd ivoirien. Et Soir Info de renchérir, les médecins débordés, les malades livrés à eux-mêmes. Et puis, sur les 30 millions de francs CFA versés par le PDCI aux avocats français dans le contentieux électoral, voici ce que Jean-Louis Billon dit, pointe Soir Info. Ce quotidien explique par ailleurs comment Laurent Gbagbo a reçu et a annoncé la nouvelle liée au décès de Aboudraman Sangaré à Charles Blé Goudé. Le décès de Norbert Saraka, ex-entraîneur des éléphants locaux et de l'Africa, est aussi repris par la presse de Côte d'Ivoire. À l'international, les résultats des mi-mandats aux États-Unis sont connus depuis hier. D'après le Courrier international, ce scrutin enregistre un nombre record de femmes à avoir été élues. On va refermer cette revue de presse par une trouvaille atypique. Les archéologues chinois ont découvert mardi dans une tombe un vin vieux de plus de 2000 ans contenu dans un récipient en bronze. Ils ne le boiront pas, rassurez-vous, mais le liquide sera soumis à des examens de laboratoire pour déterminer sa teneur en alcool. C'était notre revue de presse de ce jeudi. Merci de l'avoir suivi. À demain. À demain. Merci beaucoup, Ange-Patrick et Olivier. Et puis modéré avec l'alcool. Imaginez, ça doit être magnifique ça. Il doit être assez bien dosé avec en teneur. Après un bon guaguassou, bon qui donne de méthode, 2000 ans d'âge. Ah là là, ah, c'est du nectar. Bonifié. Ah oui, c'est super bonifié. Et de bonnes choses aussi, ce sont de bonnes nouvelles que l'on vous apporte au travers de notre partenaire qui nous a rejoints depuis peu, c'est l'ANAGED. Et nous recevons pour vous Monsieur Akichi Alain Roger, qui est directeur de la communication et des relations extérieures à l'ANAGED. Bonjour monsieur. Monsieur Akichi, bonjour. Vous étiez sur notre plateau, donc annonçant le démarrage effectif des activités des nouveaux opérateurs de propriété dans le district autonome d'Abidjan. Alors, est-ce que concrètement sur le terrain, ça se traduit par une effectivité ? Merci Marcelin, merci ma chère Alix. Voilà, je crois que c'est une réalité et c'est une réalité irréversible. Nous assistons depuis quelques jours à de nouveaux engins de collecte des ordures dans le district autonome d'Abidjan. Et vous voyez en image que la Côte d'Ivoire a amorcé son développement en ce qui concerne la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Une belle flotte. Une belle flotte. Et donc, les communes sud, à savoir Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Boué sont déjà desservis par le nouveau opérateur. Lourd, hein, qu'on voit, là, et les communes du plateau et de Cocody sont également desservies par nos partenaires qui sont à pied d'œuvre pour rendre Abidjan propre. Alors, monsieur Akichi, qu'en est-il des autres communes? Évitons de faire des jaloux. Alors, il faut l'indiquer que toutes les communes vont être pourvues par nos nouveaux opérateurs. Et donc, les communes d'Atekoubé, Adjamé et Songon le seront autour du 15 décembre. Autour du 30 novembre, les communes de Benjerville, Abobo et Agnaman vont être desservies par nos nouveaux opérateurs. Et donc, je demande aux autres communes de prendre patience et pendant ce temps, ces communes seront traitées comme d'habitude. J'espère que les images qu'on voit, j'espère que ce sont des images qui vont perdurer, hein, qu'on aura toujours cette même joie de travailler là du personnel et puis surtout, il y aura un bon encadrement. La question est la suivante. Il faut revenir sur les horaires hein, de sortie des déchets. Ces horaires-là, est-ce que c'est respecté? Est-ce que les ménages participent de son effectivité sur le terrain? C'est une nouvelle éducation que nous devons donner aux Ivoiriens, aux ménages surtout. Les ménages constituent notre cœur de métier ici par rapport à l'enlèvement des ordures. Et donc, les horaires sont les suivants. 17h, 21h pour les communes du plateau et Cocody. Et pour les communes sud, nous avons 5h à 6h et de 20h à 21h. En dehors de 16h, Marcelin, il faut l'indiquer à Alix, ce n'est pas la peine de sortir les ordures, il faut attendre l'heure suivante. Alors, on va adresser un message donc, aux dames qui se chargent de l'intérieur des maisons, les ménagères. Alors, ce qu'on peut dire, ce sont des bons gestes que nous voulons demander aux ménages d'adopter, à savoir
disposer de sacs poubelles et de poubelles pour les déchets, nettoyer les poubelles, les bancs de propriété et les niches à déchets, arrêter de jeter les déchets sur les voies publiques, arrêter de déverser les ordures dans les caniveaux et conditionner les déchets surtout dans des sacs poubelles. Donc voici un peu les messages de sensibilisation pour cette journée. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous affirmer que ce sera... Parce que moi, franchement, hein, mon côté pragmatique prend toujours le dessus. Je veux savoir si ça va s'inscrire. Il faut que ça puisse s'inscrire dans la longue durée. Est-ce qu'on est prêt à faire en sorte que cela s'inscrive dans la longue durée? Et puis, la question que tous les Ivoiriens se posent, quid de la décharge d'Akwedo? Je crois que c'est un départ nouveau. C'est une modernisation vraiment du secteur de la filière des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc, ce départ, il est irréversible. C'est une nouvelle politique de gestion des déchets et donc qui va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire. Je vais affirmer ici que d'ici la fin de l'année, nous allons aller progressivement à la fermeture entière de la décharge d'Akwedo qui va fermer carrément pour devenir un parc attractif. Vous êtes sûr que ça va vraiment fermer? On est vraiment sûr. Je crois que vous voyez sur les images le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiwan qui a commencé déjà à recevoir les ordures. Et donc, cette politique est irréversible, comme je le disais. Bientôt, la décharge d'Akwedo ne sera qu'un vieux souvenir et deviendra un parc d'attractions, vraiment le plus grand d'Afrique. Nous le souhaitons vraiment vivement. Vous dites bientôt, est-ce qu'on peut estimer une date ou une période précise? Moi, j'habite du côté de Bingerville. Ce matin encore, je voyais défiler des camions venant d'Akwedo, sortant même d'Akwedo. Je pense que des voies plus autorisées donneront des dates précises, mais je voudrais quand même rassurer les Ivoiriens. Le concept est acquis? Le concept, il est déjà acquis et que le projet, il est en cours. Voilà. La décharge à ciel ouvert d'Akwedo va fermer bientôt, on l'a d'ici quelques semaines. Donc, je demande aux populations de prendre vraiment leur mal en patience. On passe à une modernisation de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Akichi, oui. La flotte est bien, on va dire, bien achalandée. Hein. J'ai vu même ce matin, en venant très tôt, vers 5 heures, les camions à balayage automatique. Alors, qu'en est-il des dames aux abords des routes? Parce qu'elles sont encore présentes. Bon, je pense que le domaine de la gestion des filières des déchets est un secteur pourvoyeur d'emploi. Et donc, les camions qui balayent ne sauraient remplacer les hommes. Voilà, donc on a toujours besoin de ces dames-là qui vont apporter un plus, mais on a besoin de moderniser le secteur. Et c'est ce qui est important. Voilà. D'accord. On va rappeler toutefois les heures de sortie hein, des ordures pour les différentes communes qui sont desservies pour l'heure. Alors, nos opérateurs indiquent que pour le plateau et Cocody, l'heure de sortie, c'est entre 17h et 21h. Et pour les communes de Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Boué, c'est de 5h à 6h du matin et de 20h à 21h. Donc, nous tenons à demander aux ménages le respect strict de ces horaires. D'accord. Alors moi, quand je regarde, honnêtement, c'est moderne parce que depuis le début de la semaine, on voit que les rues sont propres, tout ça. Le système est lequel? C'est-à-dire, ça commence très très tôt, très tôt, déjà à 4h du matin, il y a un passage. Et après, dites-nous, expliquez-nous concrètement sur le terrain. Ce que les Ivoiriens doivent comprendre, c'est que la collecte se fait à 75% la nuit et 25% dans la journée, juste pour ce qu'on appelle le ratissage. Donc le ratissage va se faire à 25% dans la journée, mais la plus grande partie, c'est la nuit, pour ne pas déranger un peu les automobilistes et la population. Bonne planification. Voilà, est-ce qu'il y a des endroits, vraiment, il y a des endroits névralgiques, comment on s'en occupe? Par exemple, où il y a des marchés, où il y a une grande concentration d'ordures, est-ce qu'il y a un dispositif particulier afférent à ces endroits-là? Je pense que nos opérateurs sont en train de déployer tout le matériel. Il y a des bacs à ordures, il y a des coffres à ordures et donc tout est prévu partout. C'est vraiment une gestion moderne. C'est une gestion moderne du secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Et donc c'est une nouvelle politique que la Côte d'Ivoire amorce. Et donc cette politique, elle est irréversible. Nous allons aller jusqu'au bout. Voilà. Vous avez parlé de bacs à ordures, de poubelles. Généralement, la structure, l'entreprise initie des balayages ça et là dans la ville. Est-ce que cela va se poursuivre et est-ce qu'on aura droit encore à des distributions de poubelles et tout ça pour encourager? C'est vrai, mais les distributions de poubelles se font lors des campagnes de sensibilisation, mais c'est à chaque ménage d'acheter sa poubelle. C'est à chaque ménage d'acheter son sac
à déchets. Voilà, bon, on va pas distribuer des poubelles à tout le monde, mais il y a des campagnes voilà, mais lors des campagnes, vous voilà, nous faisons, le ministère fait sa part, mais c'est maintenant à la population. La population de saisir le bon bout et de savoir que la question de la propriété est une question qui intéresse tout le monde. Elle est d'abord individuelle, mais elle est aussi collective. Et chacun devrait être l'ambassadeur vraiment de la propriété là où il se trouve, à n'importe quel endroit, à n'importe quelle heure. Il doit savoir que la question de la propriété est une question vraiment importante pour la survie des nations. Monsieur Akichi, ce que vous dites est vrai, mais n'oubliez pas aussi que la société est rythmée par des leaders d'opinion, des personnes clés qu'il faut voir. Est-ce qu'au niveau de la sensibilisation, c'est vrai, merci de communiquer par Matin Bonheur, ça montre que quand même vous considérez cette émission et que vous pouvez atteindre le maximum de personnes, surtout que nous sommes là les premiers. Mais je vais dire, est-ce que vous vous appuyez par exemple sur le terrain, sur des personnes, des relais, comme on dit, des leaders d'opinion pour véhiculer? Parce que comme vous l'avez si bien dit, c'est une nouvelle manière d'appréhender la gestion des ordures, des déchets. Je crois que nous sommes dans le social. La communication dans le social est une communication de proximité. Et donc, nous sommes en contact avec les syndics, nous sommes en contact avec les leaders d'opinion, avec les chefs de communauté, nous sommes en contact avec les responsables techniques des mairies. Et donc, tout un programme est mis en place, un programme de sensibilisation qui va être relayé par les associations de jeunes. Et donc, je crois que c'est une nouvelle façon de voir le secteur des déchets en Côte d'Ivoire. Et c'est toute une politique qui est en place. Qu'est-ce qui vous dit sur le terrain? Qu'est-ce qui revient concrètement? Quelles sont les récriminations qui viennent par rapport à ce qui se faisait avant? Bon, actuellement, les populations ont du mal au respect des horaires. Donc, vraiment, il faut qu'ils s'y habituent parce que après cette phase de démarrage, on va passer à la coïncision. On demande aux ménages vraiment de faire un effort pour respecter les horaires indiqués par les opérateurs. Et c'est ça qui est le plus important. Parlons donc des opérateurs sur le terrain. Comment ça se passe? C'est décentralisé avec les collecteurs? Parce que dans les quartiers, il y a une organisation aussi qui s'installe. Je crois que petit à petit, ça va disparaître. Les précollecteurs, on ne va pas dire disparaître, mais seront à la charge des opérateurs. Très bien. Les précollecteurs seront à la charge des opérateurs, mais ça sera vraiment une précollecte modernisée et bien organisée. Ça sera plus ce que vous avez l'habitude de voir, avec les tricycles et autres. Vraiment, ça sera autre chose que vous allez voir. Ça sera plus homologué. Je laisse les Ivoiriens observer et déjà, ils ont commencé à regarder sur le terrain ce qui se passe. C'est vraiment joli à voir et Abidjan va faire fier à lui, revenir à son appellation de pète des lagunes. Nous vous donnons vraiment en tout cas, le moins qu'on puisse dire, sans vraiment tomber dans la publicité, forcément, c'est que concrètement sur le terrain, pour l'endroit que je fréquente régulièrement, quand je viens, c'est vraiment propre. Et on a l'impression que c'est calqué sur le modèle occidental. Il y a une équipe qui passe en premier, il y a une autre équipe qui vient, et puis il y a une autre équipe qui est là de temps en temps de façon sporadique pour gérer un peu les imprévus. Je dis, Marcela, il faut que les Ivoiriens puissent suivre cette politique. Il faut que les Ivoiriens acceptent cette nouvelle politique de gestion des déchets. Donc, nous demandons qu'ils respectent les horaires de sortie des poubelles. S'ils arrivent à le faire déjà dans un premier temps, de bien conditionner les déchets, je pense que ce pari-là, nous allons le gagner tous ensemble. Et donc, la propriété, c'est l'affaire de tous. Ben oui. Merci beaucoup, monsieur Akichi. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Très bon courage pour la suite. Et on salue donc Madame Sarah Ouattara et Madame le ministre, toutes ces personnes-là qui sont dévouées pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre agréable. Il est bientôt 6h30, l'heure du flash. Mais avant, on va aller pour la réclame et surtout la couleur du ciel. Merci d'être avec nous. Merci d'être à Matin Bonheur. Mesdames et messieurs, bonjour pour cette matinée. Dans les régions allant du nord à la bande centrale, le ciel sera partiellement nuageux avec une domination progressive du soleil. Au sud du pays, on pourrait observer des pluies localisées tôt le matin, après quoi le temps y sera progressivement ensoleillé. Les températures pour la matinée, on notera comme maximale 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 23 degrés dans la ville de Bondoukou, Boaké et Daloa, 24 degrés à Dimboko comme à Gagnoa, 22 degrés sera observé comme minimal dans la ville de Korogo, de Mans ainsi qu'à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Tabou comme à Yamoussoukro.
L'après-midi, en début de période, le soleil dominera sur la majeure partie du pays. Cependant, en fin de période, on observera quelques averses localisées dans le sud forestier, puis sur les régions du littoral. Les régions de l'ouest seront intéressées par des bourgeonnements nuageux pouvant occasionner de la pluie et des orages isolés. Les températures pour l'après-midi, on va noter 31 degrés à Abidjan comme à Diaké, 33 degrés dans la ville de Bondoukou, 32 degrés à Boaké comme à Daloa, à Dambokro il fera 33 degrés, tout comme à Gagnoa ainsi qu'à Korogo. À Mans il fera 31 degrés, 32 degrés à Odiné, à San Pedro, Sassandra Tabou 30 degrés et ça sera la minimale. Enfin, 32 degrés à Yamoussoukro. Très bonne journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième flash consacré à l'actualité sur le continent. Rendons-nous tout de suite au Sénégal où des jeunes s'orientent dans des unités de production. Ils entendent devenir de vrais capitaines d'industrie. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Ces jeunes entrepreneurs sénégalais ont 3 minutes pour convaincre. Ils participent à un concours mondial pour tenter d'obtenir un financement et développer des entreprises naissantes. Celle d'Olivia Ndiaye est née il y a moins de 2 ans. On s'est très vite entouré de bonnes personnes, on s'est fait très vite incuber pour justement nous accompagner à structurer notre projet. Mais malheureusement, peut-être c'est le côté plutôt finance, les investisseurs, les investissements, surtout quand on est en early stage startup. C'est là où il y a un peu plus de difficultés, oui, ça. La relative nouveauté des startups technologiques ajoute à la frilosité des investisseurs dans un pays où les ressources financières restent limitées. Le fonds d'investissement suisse, CETSAR, est présent, lui, dans 80 pays émergents, dont plusieurs en Afrique subsaharienne. Ce qui manque, c'est des investissements pour des petits projets, pour des startups qui ont besoin peut-être de 10 000, 50 000 $. Et donc toute la partie business angel n'existe pas aujourd'hui. N'existe pas, en tout cas a besoin de se développer beaucoup. C'est notamment une des choses que va faire Seedstar en allant chercher des startups early stage qui aujourd'hui ont souvent beaucoup besoin de financement. Au niveau local aussi, ça bouge. Le CTIC, un incubateur lancé à Dakar, a récemment organisé un sommet régional des investisseurs. Et l'État a aussi pris des mesures pour favoriser l'entrepreneuriat. Depuis quelques années, le Sénégal a ramené le capital social exigible pour la création d'une société de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA. On peut avoir un capital de 100 000 francs CFA. Donc je pense que ça facilite beaucoup la création d'une SARL ou d'une SURL, d'une société unipersonnelle. Les autorités, elles, prévoient également l'ouverture d'un parc technologique numérique en 2021 pour dynamiser le secteur. 90 enfants enlevés depuis le 31 octobre dernier dans une école protestante de Bamenda, dans la région camerounaise du nord-ouest en proie à des troubles séparatistes, ont été libérés. Ces enfants de la Presbyterian Secondary School de Bamenda avaient été enlevés avec 3 membres de l'encadrement de l'établissement. Au Rwanda, le procès de la militante Diane Rwigara et de sa mère a eu lieu hier devant un tribunal de Kigali. Après avoir passé 1 an en détention provisoire, les 2 femmes remises en liberté provisoire début octobre ont comparu libres. L'accusation a requis contre l'activiste le maximum de la peine prévue par la loi, 15 ans pour incitation à l'insurrection et 7 ans pour contrefaçon de documents. Elle l'accuse d'avoir falsifié son dossier de candidature à la présidentielle de 2017.
Sa mère encourt la même peine, 22 ans pour incitation à l'insurrection et incitation à des divisions dans le pays pour des contacts avec des opposants à l'étranger. Plus loin, plus de 344 000 milliards de francs CFA pour couvrir les besoins en développement de l'Afrique. Initiative de la Banque africaine de développement. La première édition du Forum africain pour les investissements s'est ouverte hier au Sandton Convention Center de Johannesburg en Afrique du Sud. Ce forum veut se positionner comme un tremplin essentiel pour les investissements en Afrique afin de satisfaire les énormes besoins en infrastructure et en développement sur le continent. Envoyé spécial en Afrique du Sud, Jean-Luc Dambou. Le continent africain est reconnu pour sa richesse en opportunités d'investissement. Des opportunités qui ont toutefois du mal à se traduire en projets de développement durable et rentable. C'est pour combler le fossé entre le capital disponible en Afrique et les projets bancables que se tient ce premier marché de l'investissement. C'est une plateforme sur laquelle nous appelons les gouvernements, le secteur privé, les promoteurs de projets et les investisseurs pour accélérer les transactions. Financer les besoins en développement du continent exigerait plus de 344 000 milliards de francs CFA par an, d'après les estimations. Nous allons mettre au point des projets, réduire les risques de ces projets, accélérer les projets, boucler les transactions. Mais surtout, nous prenons l'engagement d'accélérer le développement de l'Afrique. Nous ne sommes pas ici pour parler d'aide, nous sommes ici pour parler de développement. Ce marché novateur de l'investissement réunit des promoteurs de projets, des fonds de pension, des investisseurs privés, des décideurs et des chefs de gouvernement afin de mobiliser des capitaux à même de transformer les secteurs économiques, agricoles et industriels de l'Afrique. C'est un forum important. Ici, l'opportunité est donnée au pays de présenter les projets emblématiques, les projets importants, les projets porteurs, les projets structurants que les budgets ne peuvent pas supporter. L'accent est mis ici sur la conclusion et la signature d'accords, la sélection et l'amélioration des projets. Cet événement est surtout une plateforme pour attirer les co-investisseurs, faciliter les transactions afin de libérer des opportunités d'investissement. Nous restons dans la nation arc-en-ciel. Les Sud-Africains seront appelés aux urnes en mai 2019 pour des élections législatives. L'annonce a été faite hier alors que le président Cyril Ramaphosa s'efforce d'inverser le mécontentement provoqué par la mauvaise situation économique du pays. Lors des dernières élections législatives, l'ANC, Congrès national africain, l'avait très largement emporté avec 62% des voix devant l'Alliance démocratique, 22% et l'EEF, 6%. Ainsi prend fin ce deuxième flash. Je vous retrouve à 7h. A tout de suite, Maï. Merci beaucoup. Et nous, maintenant, nous allons aborder notre chronique entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous parlerons de l'art comme facteur d'innovation dans les différentes entreprises. Mais avant, on va vous laisser patienter un peu avec, bien sûr, nos infos animateurs. Il s'est passé des choses un 8 novembre. 8 novembre, donc aujourd'hui déjà, on se lève avec les Saint-Géoffroy. Et puis la fête à souhaiter, ou du moins les fêtes à souhaiter, Geoffroy, Geoffrey, Geoffriedo, Jaffraise, Geoffrey, Jeffrey, et puis Geoffroy. En tout cas, il y en a pour tous les goûts. Pour tous les G, pour tous les G. On salue tous les Geoffroy qui nous regardent. Citation du 8 novembre. L'or même d'une chose ne serait pas honteuse. Elle semble être quand elle est louée par la multitude. Dis donc, Cicéron, il est inspiré. Journée mondiale de la qualité, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui sous l'impulsion de nos frères de Tunisie. Donc, c'est une journée pour faire le point sur tout ce qui est qualité. Est-ce que vous êtes dans un environnement de qualité? Est-ce que vous travaillez avec des normes de qualité? Est-ce qu'il y a des certifications? Est-ce qu'on prend tout ça en compte un peu? C'est la réflexion qu'il faut mener. Je prends un exemple concret. Est-ce que vous êtes assise, vous êtes à l'aise pour donner le meilleur de vous-même? Est-ce que le siège est ergonomique? On pourrait faire mieux. C'est toutes ces petites choses. Est-ce que les lumières qu'on a sur nous, est-ce qu'on a l'alimentation qui va avec? Est-ce qu'on a... Enfin, bref, dans notre milieu du travail, est-ce qu'on est épanoui au niveau qualité? Ça, c'est une question. Oui, ça pourrait faire l'objet d'un grand sujet. D'un grand sujet. En tout cas, merci à vous d'être avec nous. Alix, la suite de ce rendez-vous. La suite, donc, c'est avec la chronique entrepreneuriat. Il n'y a pas de jingle, on va directement avec lui. Directement, oui, il est déjà bien installé, monsieur Marc Arnaud Gulti. Bonjour à vous. Bonjour.
Vous vous plaisez ici, on dirait. C'est Marc Hano, mais Marc Arthur. Marc Arthur. Ah, j'avais un ami qui s'appelait... Non, elle a le pouvoir de baptiser les invités. Marc Arthur. Marc Arthur. Autant pour moi. Non, c'est pas grave, ça va bien? Oui, bien sûr. Heureux de vous revoir très vite. Plaisir depuis partagé. la semaine passée. On parle aujourd'hui de l'art pour innover. Ouais, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Bien sûr. On parle d'entrepreneuriat et on va essayer de voir ensemble ce que l'art peut apporter dans le monde de l'entrepreneuriat en termes d'innovation. Et moi j'aime m'arrimer à l'actualité, à ce qui est concret. Aujourd'hui c'est la journée mondiale par exemple de la qualité. Est-ce que dans l'art il y a des normes de qualité? En fait, dans l'art, est-ce qu'il y a des normes? Je ne crois pas. De qualité? Déjà des normes. D'accord. Des normes, je ne crois pas. C'est ce qui fait le charme. C'est la liberté. Oui, c'est ce qui fait déjà le charme de l'art. Et c'est bien aussi ce qui fait que l'art, au-delà de ce qu'on peut percevoir et out of the box, peut déboucher sur une certaine vision de la vie et donc sur des idées d'entreprise vraiment extraordinaires. Alors, partons sur nos mots-clés, l'art et l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'innovation, c'est l'action d'innover, tout simplement. C'est de chercher à améliorer l'existant. Ça, c'est ce qui est l'innovation. Et l'art, comme on l'avait défini ici il y a une semaine, c'est tout ce qui est un processus de création d'un objet ou d'un assemblage d'un concept dans le but d'impacter nos sens. On va faire comme ça le plus simplement possible. D'accord. Alors l'art, en quoi l'art, dans l'histoire, l'art qui traverse bien sûr l'histoire, a vraiment aidé à innover? Qu'est-ce que l'art a pu permettre de transcender? Alors, l'entrepreneuriat comme l'entrepreneuriat, on définit l'entrepreneuriat comme tout ce qui concourt à créer et à faire croître les entreprises, le tout dans le besoin de créer de la valeur, donc richesse et emploi. L'entrepreneuriat, généralement, part d'une idée d'entreprise. Et c'est déjà à ce niveau-là que l'art intervient. Non, ma question est précise. C'est dans l'histoire de l'art, vous avez certainement de grands exemples oui, bien sûr. Où l'art a procédé à des innovations. Les exemples arrivés. Comme puisque nous sommes dans un schéma assez bien sûr, les exemples arrivés. Alors, directement je vais prendre quelque chose qui est plus proche de nous. Steve Jobs, créateur de ce concept, et qui a révolutionné le monde de l'informatique grâce à sa connaissance de la calligraphie. Par exemple. Vous avez des grands inventeurs comme Michel-Ange, vous avez des grands inventeurs qui ont permis, à partir de leur connaissance, d'influencer et même d'impulser des concepts en matière d'ingénierie. On parle là de machines à voler, donc qui était longtemps avant l'avion. On parle là de machines qui tractent. Donc, c'est devenu des moteurs après. Donc, c'est des gens, Newton. Oui. Donc, c'est des gens qui ont imaginé, parce que l'art aussi fait appel à l'imagination. C'est des gens qui ont imaginé des choses qui étaient inconcevables à leur époque et qui les ont mis sur papier. À partir de ce moment-là, les chercheurs ont commencé à se dire s'il l'a fait, je pense que c'est possible. Et ils ont emboîté le pas et trouvé... Le puzzle se met en place. Alors, comment une entreprise peut-elle intégrer l'art pour innover? Alors, aujourd'hui, on est dans un marché très, très concurrentiel où c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'innovation. Il faut surprendre, on va dire, le public. Il faut surprendre ses concurrents. Et l'idée derrière tout ça, c'est de sortir de nouvelles idées d'entreprise ou de nouveaux produits ou de nouveaux services. Alors, étant donné que les artistes ont une manière de penser qui est totalement hors de la boîte, ils ont une manière de penser qui ne répond pas forcément à la norme, comme on disait tout à l'heure. Ils ont la latitude d'aller dans des endroits de leur cerveau qui on ne s'y attend pas. Et donc, ça crée la surprise. D'où le thème innovation disruptive, c'est-à-dire des innovations de rupture. Et
une bonne partie des innovations de rupture aujourd'hui, que ce soit dans l'industrie automobile, des télécoms même, et de tout ce qu'on connaît sur le numérique, proviennent de la collaboration d'artistes, de scientifiques et de techniques, mais vraiment comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans des incubateurs. On a des exemples qui passent. Et puis, ce que vous dites est d'autant plus vrai que toutes les grandes maisons, que ce soit au niveau de la technologie, s'appuient, s'asseyent sur des artistes. Un département artistique. Non seulement, au-delà même du département artistique, il y a toujours une fondation qui est ancrée, qui est tournée résolument vers la culture. Il y a le parrainage, il y a le mécénat. Et ça, c'est très important. Mais alors, c'est très intéressant. C'est un échange de bons procédés, en fait. Généralement, c'est un échange de bons procédés. Tout de suite, on voit comme c'est une action entre griffes bénévole. Mais le fait d'avoir en résidence, qui est un terme artistique, en résidence, le fait d'avoir en résidence des artistes et à côté des hommes d'entreprise, des gens qui sont dans la recherche et développement, mais les stimule et accompagne leur processus de création, soit de nouveaux services, de nouveaux produits ou de toutes ces choses-là. Alors, quelles sont les spécificités d'un art qui innove réellement? Les spécificités d'un art qui innove, l'art est toujours en train d'innover. Toujours. Il n'y a pas d'art has-been qui ne passe pas avec le temps. Ah non, oui, mais parce que l'art a évolué dans le temps. D'où les différents courants. Et cette innovation s'adapte généralement au temps dans lequel nous sommes et prévoit aussi l'avenir. Alors, on va dire encore le côté pragmatique de Marco, mais nous, quel conseil, vous, avec votre expérience, pouvez donner aux entreprises ivoiriennes? Dans tout ce qu'on a dit là, est-ce que vous reconnaissez une entreprise ivoirienne là-dedans? Pas beaucoup, non, pas beaucoup. J'ai l'habitude, en prononçant des conférences, parce que j'ai l'avantage, moi, d'être entrepreneur, d'être chercheur sur les questions de l'innovation et d'être commissaire d'exposition. Donc, j'ai l'avantage de faire ce tour-là. Et donc, j'essaie d'expliquer aux gens qu'ils gagneraient à collaborer avec des artistes, parce qu'ils ne voient pas très bien ce que l'art peut leur apporter, aller à l'INSAC, de collaborer avec des artistes, et ils verront en termes de création, d'idées, ce que peut produire le frottement avec des artistes. Mais c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, beaucoup d'écoles de commerce, que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en France, ont introduit ça dans les cursus. Ce qui veut dire que c'est quelque chose de très, très important. Et de plus en plus, il y a des conférences ou des papiers qui sortent sur ce thème-là, qui est l'avantage de l'art dans le processus d'innovation. Même sur nos... ça semble anodin, mais même sur nos CV, quand on dépose un CV, il y a des entreprises qui regardent plus le côté artistique. Quels sont ses loisirs? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre à part... Et ça, c'est très important. Et ça fait... Vous parlez à l'entrepreneur qui vit en vous, ça fait gagner de l'argent. Mais oui, bien sûr, parce qu'on se dit que je prends un exemple, quelqu'un qui s'intéresse à l'art, on se dit qu'il y a une partie de son cerveau qui est très prompte à la créativité et donc à appréhender des réalités qui ne sont pas tout de suite perceptibles pour le commun des mortels. D'accord. Alors l'art est véritablement un facteur d'innovation dans l'entreprise. Comment le manipuler, justement? Comment le manipuler? Mais au quotidien. Au quotidien. L'art part on va dire, de la répétition de processus. Quand on est en train de chercher à créer, on regarde ce qui est fait, on regarde l'environnement, on revient, on essaie de sortir quelque chose qui n'existait pas. Et donc, il faut s'y mettre, mais vraiment tous les jours. Tous les jours. Ça m'intéresse quand vous dites tous les jours, parce que l'art, il est fertile. Il est interrompu pour une entreprise, puisque nous parlons d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il faut s'adonner tout le temps? Là, vous le dites. Non. Dernière question. Non. Oui. Non. Ah, oui. Non. Il y a, quand vous créez une entreprise, une partie importante est de maturer votre idée. Tout à l'heure, on a vu, quand le journal passait, on a vu les incubateurs, les startups. Alors, la question de la maturation de l'idée est très, très importante. Et à ce niveau-là, oui, on peut procéder à cela. Ou quand on veut lancer un nouveau produit, le concept du produit ou du service, à ce niveau-là, on peut le faire. Mais une fois que c'est créé, ben voilà, on y va. À consommer avec modération?
Non. Merci beaucoup, Marc, Arthur. Merci beaucoup. Avec modération. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'art, c'est très important. Il ne faut jamais sous-estimer, négliger. Il faut toujours intégrer un démembrement artistique dans toutes les activités que nous menons. Même dans notre famille, des fois, en famille, dans le cocon familial, on va se restaurer tant soit peu, profiter un peu des musées, de la plage, tout ça, ça fait partie de notre fibre artistique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très cher. Je rappelle que demain, si vous êtes avec nous demain vendredi dans le volet culture, pour rester dans le giron donc de la culture, on va parler de la question suivante. Alors, est-ce que l'art nourrit son homme? Avec Jaco Bleu, il va venir nous parler de son actualité et également de cela. Pendant ce temps, l'environnement, est-ce que ça nourrit son homme? Bon, je ne sais pas, on va lui demander. Il est là, il est avec nous. C'est bien sûr monsieur Cédric Lombardo, le monsieur développement durable de cette émission. Pas de jingle? Pas de jingle, c'est votre voix le jingle. Ah oui, c'est ma voix le jingle. Ok, ben voilà, c'est environnement, développement durable sur Matin Bonheur. Bonjour monsieur Lombardo. Bonjour Alix, bonjour Marco. Bonjour. Alors, tout va bien? Ça va bien. Alors, ce mois de novembre, notre chronique développement durable est dédiée aux enjeux du changement climatique. La semaine dernière, nous avons présenté la dernière étude du groupe de chercheurs intergouvernemental, le GIEC, publiée, je le rappelle, en octobre 2018. L'alerte est lancée. Il est toujours, mesdames et messieurs, possible d'agir, mais il faut faire très vite à l'échelle mondiale. Alors, qu'en est-il en Côte d'Ivoire, monsieur Lombardo? En Côte d'Ivoire, moi je vous dirais, j'arrivais ce matin sur Abidjan, je regardais la lagune des Briées et vous êtes rendu compte que la lagune est largement au-dessus des niveaux que nous avons l'habitude d'observer. Et nous sommes au mois d'octobre, c'est-à-dire la petite saison des pluies. Donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas très bien dans notre climat en ce moment. Et ce qui est intéressant, plutôt que de demander encore une fois à moi de m'exprimer, c'est d'aller plutôt à la rencontre de nos parents planteurs, d'aller dans le monde rural et de leur demander quelle est, eux, leur perception de l'évolution du climat. Ce qui est donc la première vidéo que nous allons lancer maintenant sur Matin Bonheur, qui porte sur les témoignages du monde rural. Alors, ce que nous avons voulu faire, attends que l'élément vidéo puisse se lancer... Oui, savoir un peu comment ils appréhendent le changement. Est-ce que le changement climatique est une réalité? Est-ce que les populations en ont conscience? On parle des Inuits ailleurs, comme eux aussi, ils vivent de près le changement climatique. Alors, quid de nos populations? Est-ce qu'on peut avoir l'élément vraiment illustratif maintenant? Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, en attendant que l'élément vidéo puisse apparaître à l'écran, c'est que le monde rural est quand même celui qui a la plus grande perception du changement climatique. Si vous allez voir un planteur, pour un planteur, ne serait-ce qu'un décalage des pluies pendant quelques instants... On a quelque chose, on va faire avec. Alors, là, on peut attaquer directement. C'est donc... si ça passe à l'écran. En fait, ici, on apparaît directement non plus sur le témoignage du monde rural, mais on va regarder plutôt une illustration sur l'évolution des températures en Côte d'Ivoire. Et là, vous voyez, ce sont des relevés de la Sodexam, donc l'agence nationale en Côte d'Ivoire chargée du relevé des températures de la pluviométrie. Et vous vous rendez bien compte que de 1960 à 2010, la température a déjà augmenté de 1 degré Celsius. Donc cette température qui augmente, c'est une réalité et elle a forcément des impacts sur le changement climatique. Donc en attendant aussi de voir si on aura la chance d'avoir le témoignage du monde rural, ce qui est intéressant aussi de regarder peut-être, c'est l'évolution de la pluviométrie en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est notre deuxième illustration. Et ce dont on se rendra compte si elle apparaît à l'écran, je suis un peu perdu mais on va s'en sortir, c'est que de la même manière, vous avez une évolution des températures qui a été croissante. Les plus 1 degré Celsius, c'est déjà quelque chose qui existe. Mais une des difficultés que nous avons aussi, c'est que les températures depuis les années 60 jusqu'à l'année 2000, on s'est observé qu'il y avait eu une grande baisse jusqu'à 1984 et on a une relative montée. Donc ça, c'est quelque chose que les paysans vont vivre immédiatement et c'est quelque chose dont ils vont se rendre compte pour la bonne et simple raison que ah, ça y est, nous allons avoir le témoignage du monde rural qui va apparaître à l'écran. D'accord. Dans quelques instants, allons-y. C'est parti. La terre se réchauffe. C'est sensible. L'eau de la mer augmente et c'est ce qui fait que ça avance. Oh, vraiment. Quand on va au champ aussi, vraiment, la chaleur est trop. Et on constate que on a comme l'impression que le soleil est venu un peu plus à côté des hommes qu'auparavant. Je vous dis, la densité de la pluie n'est pas la même que dans les années 60, 68, 78. Le climat ne respecte pas son temps défini. Il pleut n'importe quand et n'importe comment. Il y a des tornades comme ça, du jour au lendemain. Et chaque fois qu'il y a 2-3 jours de tornades fortes, c'est fini. La mer se soulève et commence à charrier. Les pluies sont rares jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cela a une répercussion sur le rendement du paysan. Les nouvelles plantes qu'on met sur terre, par la chaleur, rien ne réussit.
quand on met les plantes, tout meurt. Il n'y a plus de pluie. S'il a trop plu, peut-être c'est 2 mois. Les calendriers agricoles sont ménagés actuellement à telle sainte que le paysan ne peut pas se dire que je dois faire telle chose à partir de tel mois et tel mois, puisqu'on ne sait même plus à quel sens ça vaut, puisque le calendrier est complètement ménagé. Il n'y a pas de solution. Si la mer arrive, la pêche ne marche plus. Il faut aller ailleurs. Bon, c'est une question d'environnement. Nous, on ne fait que subir ça. L'environnement, on se sent seul. On se sent seul. On se sent seul. Mon village est très fortement menacé. Mon peuple est pratiquement effrayé et s'en va à petits pas. S'en va à petits pas. Alors, avec le témoignage, on voit bien à quel point les populations sont atteintes par le changement climatique. Mais la semaine dernière, nous avions vu que leurs pratiques pouvaient les rendre plus fragiles à ces changements. N'y a-t-il pas une contradiction? En fait, c'est malheureusement, vous savez, c'est la même pièce de monnaie. Il y a une face où on se rend compte dans les pratiques que nous allons avoir, comme pour l'agriculture, nous avons malheureusement des pratiques de déforestation, de ce qu'on appelle de l'itinéraire sur brûlis. Et puis, malheureusement, on se rend compte aussi que cela contribue au changement climatique. Et l'impact, ça tombe sur le paysan. Et l'impact, automatiquement, c'est que le changement climatique va affecter sa propre capacité de production. Donc, d'un côté, il se fragilise parce qu'il a ces pratiques-là. Et de l'autre côté, il en est la victime. Et c'est ça qu'il faut impérativement que nous arrivions à régler par des actions concrètes sur le terrain. Désolé pour les petits couacs techniques que nous avons, on va s'améliorer la prochaine fois. Cédric, nous avons entendu les perceptions des populations quant au changement du climat, mais concrètement, est-ce que le climat a changé au fait? Le climat a changé. Tout à l'heure, vous avez vu, on a montré un peu l'évolution des températures. C'était l'illustration numéro 2. Et donc, on s'est rendu compte que depuis les indépendances, la température a déjà augmenté de 1 degré Celsius. Mais maintenant, il y a aussi quelque chose qu'il faut regarder. Le changement climatique, c'est l'évolution des températures. Et le changement climatique, c'est aussi un impact sur la pluviométrie. Donc, comme on l'a dit, si jamais il fait trop chaud, ça n'est pas bon pour le planteur. Il s'en rend compte. Nous aussi, on a chaud sur le plateau, entre guillemets. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'illustration numéro 3, après avoir vu les températures, d'arriver à voir maintenant ce qui s'est passé sur la pluviométrie. L'illustration va nous passer maintenant. Et là, vous voyez évolution de la pluviométrie en Côte d'Ivoire de 1940 à 2000. Et vous voyez vers la fin de chaque graphique, dans chaque ville, à Mans, à Bouaké, à Abidjan, etc., vous voyez qu'à la fin de chaque graphique, la partie rouge vous montre un déficit de pluviométrie. Donc, nous n'avons pas assez de pluie. Mais la plus grande difficulté que nous avons, c'est aussi de savoir dans quel monde allons-nous. Et donc, automatiquement, ce qu'on a essayé de regarder aussi, c'était l'illustration numéro 4 qui va passer maintenant sur l'évolution de la pluviométrie de 1970 à 2010, et vous voyez qu'on a des inégalités. Ici, vous avez l'évolution de la pluie graphique de gauche à Gagnoa, et vous voyez bien que la pluie finalement à Gagnoa a légèrement augmenté. Ça tombe bien, c'est une région où l'on fait du riz. Mais si vous regardez maintenant le graphique de droite, qui est l'évolution de la pluviométrie sur Abidjan, on se rend compte qu'en fait, la pluviométrie a baissé. Donc on a des inégalités sur le territoire, on a bien un déficit global de pluviométrie en Côte d'Ivoire, mais on a des inégalités sur le territoire. Et c'est ce qui nous rend un petit peu difficile la tâche de prévoir à peu près ce qui va se passer. Alors, en juillet 2018, la Banque mondiale a publié une étude qu'elle a appelée « Pour que demain ne meure jamais ». Oui. Et la Côte d'Ivoire face au changement climatique, que faut-il en retenir de cette publication? Cette publication, donc ça c'est l'illustration vidéo que nous allons pouvoir passer dans quelques instants, où justement en juillet 2018, la Banque mondiale a souhaité faire un rapport comme elle le fait sur la Côte d'Ivoire, 7e rapport, et aujourd'hui ce rapport est entièrement dédié au changement climatique. Donc la première image que vous avez à l'écran, naturellement, ça sera la page de couverture de ce rapport que je vous invite à rechercher sur Internet, et quand vous le lisez, vous voyez que nous avons déjà des impacts environnementaux, on a parlé du passé, des impacts environnementaux à l'horizon 2050. Donc on est parti pour une augmentation des températures de 2 degrés Celsius en plus sur le territoire. Les pluies vont encore changer. Grande saison des pluies, on aura à peu près moins 9%. Petite saison des pluies, on aura plus 9%. Il y a un impact sur l'océan avec une augmentation de l'élévation de l'océan de 30 cm. Impact environnemental, l'environnement nourrit l'homme, il y a donc un impact économique. Et vous vous rendez compte qu'il risque d'y avoir une baisse du produit intérieur brut de Côte d'Ivoire de 380 milliards de francs CFA d'ici 2040 et 770 milliards d'ici 2100. La conséquence, c'est que vous allez avoir encore plus de ménages qui vont basculer dans la pauvreté, entre 2 et 6%, nous dit la Banque mondiale. Et une de ces raisons, c'est que la baisse de la production du cacao est une réalité puisqu'elle sera affectée par la hausse des températures et par la baisse des pluies.
Donc, automatiquement, là, on a parlé un petit peu sur le territoire, mais vous savez aussi que nous avons l'érosion côtière qui est une réalité sur le territoire. Donc, on estime qu'il va y avoir une augmentation de la perte de nos plages et des submersions marines qui vont affecter les villes. Alors, ça veut dire que pratiquement plus les 2/3 du territoire seront menacés. Cela va affecter 7,5 millions d'habitants. Et tenez-vous bien, le coût annuel, si nous ne faisons rien, sera de 460 milliards de francs CFA par an, uniquement sur Abidjan d'ici à 2050. Merci beaucoup. La pub, on se retrouve juste après. Merci de nous rejoindre pour ce dernier volet de l'information et c'est à l'étranger. Au Pakistan, la chrétienne Asia Bibi a quitté il y a une semaine après 8 ans passés dans les couloirs de la mort pour blasphème, mais qui était restée incarcérée depuis lors, a été libérée, dénoncée par des voisines pour avoir bu l'eau d'un puits réservé en principe aux musulmans. Cette chrétienne avait été condamnée à mort pour blasphème en 2010 avant d'être reconnue innocente de ce crime le mercredi 31 octobre dernier. Le gouvernement pakistanais s'est notamment engagé à lancer une procédure visant à interdire à Asia Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d'acquittement initié par un religieux. Les gardes-côtes du Bangladesh ont intercepté hier un chalutier de pêche transportant 33 Rohingyas à destination de la Malaisie. Ces gardes-côtes ont arrêté 6 trafiquants d'êtres humains bangladeshis. Parmi les personnes secourues figurent 14 hommes, 10 femmes et 9 enfants qui vivaient dans des camps de réfugiés dans le district de Cox's Bazar dans le sud-est du Bangladesh. Au Yémen, les forces pro-gouvernementales avancent vers Hodeïda pour reprendre la ville aux mains des rebelles. L'intensification des combats près de ce port stratégique depuis une semaine menace la distribution de l'aide humanitaire. Dans ce pays pauvre ravagé par la guerre, les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi, avec l'aide militaire de l'Arabie saoudite voisine et des Émirats arabes unis, tentent depuis 2015 de chasser les rebelles Houthis des vastes régions qu'ils ont conquises, dont la capitale Sanaa. Aux États-Unis, la fin des mi-termes a remis la délicate enquête russe sur le devant de la scène où le président Donald Trump a affirmé qu'il n'y mettrait pas fin, même s'il s'agit pour lui d'un canular, je cite, injuste et coûteux. Depuis 1 an et demi, des enquêteurs placés sous l'autorité du procureur spécial Robert Mueller cherchent à établir s'il y a eu collusion entre Moscou et l'équipe de campagne du milliardaire républicain lors de la campagne présidentielle de 2016. Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, et l'actuel chef de l'État, Michel Temer, se sont prononcés hier pour une transition en douceur, 10 jours après l'élection du candidat d'extrême droite qui a souhaité une forme de continuité. Les deux hommes s'exprimaient à l'issue d'un entretien à Brasilia où Jair Bolsonaro rencontre depuis mardi dernier les hauts responsables de l'actuelle administration de la Cour suprême et des forces armées. Fin de ce dernier flash. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci beaucoup. Belle journée à vous. On vous retrouve demain? Non, demain vous retrouverez, j'espère avec beaucoup de plaisir, Hamza Diaby. Bah oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous recevoir tous les deux sur le plateau de Matin Bonheur. Aujourd'hui, jeudi, nous parlons de santé et plus précisément de santé de la femme, l'endométriose. Elle touche en moyenne une femme sur 10. Maladie très invalidante et douloureuse, l'endométriose agit comme un mal pernicieux de ce 21e siècle. Il est tapis dans l'ombre et il fait beaucoup de dégâts. On en parle avec le docteur Ugabé. Mais avant, jingle et la capsule. On va poursuivre donc le temps que le docteur s'installe avec l'appui de notre chef de plateau. Il faut savoir que l'endométriose touche une femme sur 10, comme nous l'avons dit. Alors aujourd'hui, on va lever le voile sur cette maladie qui agit en silence et parler bien sûr de comment nous pouvons la bannir, comment nous pouvons aussi faire en sorte que les femmes puissent s'en sortir et vivre avec. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous avez la possibilité d'avoir toutes les réponses à vos questions. Nous envoyons vos questions à travers Instagram, à travers bien sûr Facebook et puis sur le www.rti.sn.
Merci d'être avec nous. Désolé pour tous les problèmes techniques inhérents donc à ce rendez-vous qui sont totalement indépendants de notre volonté. On fera en sorte que cela ne se réalise pas. Mais voilà, on va essayer de lancer l'élément et puis revenir pour la discussion. Inspirez. Bloquez la respiration. Respirez. On continue, madame. Mal connue et peu médiatisée, l'endométriose touche pourtant près d'une femme sur 10 dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'en fait pas exception. L'endométriose donc, est une maladie gynécologique dont l'origine est liée au fonctionnement de l'appareil génital féminin. Vous savez que les règles que les femmes voient au cours de leur cycle sont en fait l'expulsion ou la dégradation d'une couche interne de l'utérus sous l'effet des hormones. Dans l'endométriose, cette couche qui normalement devait se trouver au niveau de l'utérus va se retrouver en dehors de l'utérus. Cette localisation peut être multiple. Cette pathologie, souvent confondue à de simples règles douloureuses, est encore difficilement diagnostiquée, retardant une prise en charge adaptée et laissant un nombre important de femmes dans la souffrance. Le principal signe de l'endométriose, c'est la douleur. Cette douleur va survenir pendant les règles. On parle donc de dysménorrhée dans le langage médical. Donc c'est des douleurs, donc des règles douloureuses. En plus de l'examen clinique classique, on doit recourir à des examens plus poussés pour affirmer le diagnostic. L'échographie pelvienne notamment reste un examen de première ligne. Le premier examen à réaliser devant une endométriose, suspicion d'endométriose, c'est une échographie pelvienne, surtout une échographie pelvienne qui utilise la sonde endocavitaire ou la sonde endovaginale. Mais aussi l'IRM qui permet de détecter des kystes, des nodules ou des lésions. En un seul examen, on va voir à la fois l'atteinte de l'utérus, l'envahissement du rectum, l'envahissement de l'appareil urinaire. Donc la même patiente peut à la fois avoir des troubles génitaux, donc avoir des problèmes de fertilité, des troubles digestifs, donc avoir des saignements dans le rectum, des troubles urinaires qui peuvent aboutir à l'insuffisance rénale. Vous comprendrez donc que l'IRM a toute sa place et a tout son intérêt dans la réalisation du bilan précis des lésions de façon que le gynécologue et le chirurgien puissent intervenir au mieux. Chez certaines femmes, l'endométriose peut rimer avec infertilité. Le deuxième signe, en dehors de la douleur, c'est l'infertilité. Vous savez, la douleur représente environ 50-90% est présent chez les femmes qui présentent donc l'endométriose. L'infertilité, chez environ 30 à 50%. Parce que si l'endométriose se situe au niveau des trompes ou de l'ovaire, ça va gêner donc la fécondation, donc gêner donc la survenue d'une grossesse normale. Cette pathologie peu connue est responsable à de règles très douloureuses. Plutôt que d'interpeller, ces douleurs sont considérées comme normales chez la jeune fille qui voit pour la première fois ses menstrues. La discussion a déjà commencé ici, mesdames et messieurs, avec le docteur Abbé. Hugues, première question pour en parler un maximum, parce que notre cœur de cible, il y a une grande proportion de femmes là-dedans intéressées par ces soucis de santé-là. Donc il faut bien écouter ce que le docteur va nous dire. Docteur, tout de suite, d'où est-ce que ça vient, l'endométriose? L'endométriose, comme l'a dit le professeur Oro dans l'élément qui est passé tout à l'heure, est lié au phénomène des menstrues, lié au phénomène des règles. La manière dont cette endométriose survient est plutôt mal élucidée, mal connue, mais toujours est-il que ça survient dans la période d'activité génitale, la période où les femmes ont des menstrues, c'est-à-dire à peu près entre 15 et 45 ans, avec un pic autour de 30 ans, de la trentaine. Qu'est-ce qui cause cette maladie? Qu'est-ce qui la cause? C'est dans la manière dont elle survient, on a plusieurs théories, dont la principale serait qu'au cours des menstrues, le sang qui doit s'évacuer normalement par le bas, c'est-à-dire par le vagin, s'évacuerait aussi par en haut, par les trompes, et donc refluerait, c'est-à-dire se reverserait une toute petite partie
qui se reverserait dans la cavité abdominale et irait se loger dans d'autres organes. On parle de 5 à 20% de femmes dans des pays qui touchent 5 à 20% des femmes en âge de procréer et 40% des femmes se plaignant de douleurs dans le bas du ventre. Ça tombe bien, parlons de douleurs. Quels sont les symptômes et les douleurs, précisément? Ce sont des douleurs au moment des règles, survenant principalement au moment des règles, c'est-à-dire les dysménorrhées qu'on connaît. Ce sont des douleurs aussi qui peuvent survenir au moment des rapports, en période de règles. Ce sont des douleurs qui peuvent survenir toujours pendant cette période de règles à type il y a aussi d'autres signes tels que la constipation et des fois des douleurs au moment de la miction, c'est-à-dire au moment où la dame va faire pipi, mais tout ça dans la période où elle a ses règles. Parce que l'endométriose est causée par ce qu'on appelle la présence de tissus de la couche interne de l'utérus en d'autres endroits que cette cavité interne de l'utérus. On a bien entendu dans l'élément que cette maladie pourrait être facteur d'infertilité. C'est irréversible ou il y a un traitement pour pouvoir quand même avoir des enfants? Tout dépend du stade auquel on est arrivé, ou du stade d'évolution de la maladie chez la personne concernée. Des femmes qui ont une endométriose légère, une endométriose débutante, peuvent avoir des enfants. Et la grossesse même permet quelquefois de soulager. La période de grossesse permet de soulager les douleurs et les symptômes. Docteur, le mécanisme exact de l'endométriose n'est pas connu avec certitude. Vous-même, tout à l'heure, pendant qu'on discutait ici, avant d'arriver sur le plateau, vous l'avez reconnu. Ce n'est pas connu. Le mécanisme de l'endométriose n'est pas connu avec certitude. On ne sait pas où ça vient, on ne sait pas si c'est héréditaire, on ne sait pas comment ça se passe concrètement. Ça fait partie encore des questions de recherche. Voilà. Mais toujours est-il que pour le quotidien de la femme, il faut arriver surtout à la soulager et ce à quoi s'attachent les médecins praticiens que nous sommes. J'ai envie de continuer sur la question de Marcelin. Alors pourquoi elle est si peu connue et pourquoi il n'y a pas tant d'intérêt de la recherche sur cette maladie? Pourtant, à entendre ce qu'elle fait subir aux femmes, c'est alarmant. Bon, c'est vrai qu'elle est plutôt mal connue parce que classiquement, on estime que 10 à 20% des femmes souffriraient d'endométriose. Et parmi ces 10%, en fonction du stade évolutif, les symptômes seront plus ou moins importants. Toujours est-il que de plus en plus, les moyens d'investigation sont de plus en plus performants, sont plus disponibles pour nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, de sorte qu'on arrive de mieux en mieux à faire le diagnostic, comme vous l'avez souligné dans l'élément tout à l'heure. Alors, à quel moment on parle d'endométriose colorectale? Quand les cellules d'endométriose ont envahi les organes voisins. Vous savez que la vessie et le rectum sont voisins de l'utérus. Donc, c'est l'envahissement de ces organes-là qui produit ce qu'on appelle l'endométriose colorectale. Alors, on sait, c'est peu connu, mais ça touche. Alors, comment réussir à vivre? Y a-t-il un traitement avec l'endométriose? Les traitements font appel à des médicaments, font appel aussi, quelquefois, dans le cas où cette endométriose est très évoluée, à de la chirurgie. D'accord. N'oublions pas, docteur, que ça provoque aussi énormément de troubles digestifs. On parle de troubles du transit, la douleur à la défécation, on l'avait évoqué, et puis les saignements par, on va dire ça, par l'anus au moment des règles, par voie rectale, pardon, au moment des règles. Oui, ça fait partie des signes d'une endométriose qui, dans ce cas-là, est relativement évoluée et qui peut être vraiment totalement invalidante et entraîner des chirurgies quelquefois lourdes quand le tableau est vraiment très avancé. Alors, cette maladie, c'est indéniable, elle est douloureuse et des fois même invalidante. Quand on sait que la femme en général, elle observe sa menstruation à partir de 11, 12 ans et jusqu'à, on va dire, 50 ans, par exemple, subir une endométriose comme ça tout le temps de sa vie, comment on réussit à vivre avec? Et pourtant, il faut arriver à vivre avec. Ah oui, mais comment comment on arrive à vivre avec? Avec l'aide, bien sûr. Il faut d'abord que cette endométriose ait été diagnostiquée. Il faut qu'elle ait été suivie parce qu'il y a plusieurs stades d'évolution. Elle débute peut-être à l'adolescence quand la jeune fille a ses premières règles. Et puis progressivement, elle va évoluer avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, un pic de fréquence autour de la trentaine.
Et on n'en guérira à la limite définitivement que quand on n'aura plus de menstrues. Parce que le phénomène est lié aux menstrues, en fait. Le phénomène. Alors, les facteurs de risque de l'endométriose, à contrario des causes, ça c'est bien connu. Les facteurs, il y a l'âge, il y a aussi les antécédents familiaux, il y a les caractéristiques du cycle menstruel, il y a les nulligènes, c'est-à-dire ces femmes-là qui n'ont jamais eu d'enfant, et puis aussi les anomalies des organes génitaux. Est-ce qu'il y a d'autres? Non, ce sont ceux que vous avez relevés. Et puis maintenant, comme on a dit, il y a les facteurs familiaux. Vous ressemblez à vos parents parce que vous avez en commun avec eux une partie de leur patrimoine génétique. Donc la plupart du temps, certaines maladies peuvent se retrouver. Et vous allez trouver des familles de femmes où il y a des règles douloureuses. Maman en a eu, la grand-mère en a, les sœurs peuvent en avoir. Donc il y a un patrimoine, j'allais dire, génétique commun qui fait qu'on peut retrouver dans des familles une certaine prévalence, on va dire, de cette maladie. Alors, on parlera du milieu rural où peut-être les dames n'ont pas forcément tout de suite accès aux soins. Comment arriver à se soulager quand on n'a pas accès tout de suite aux soins? Ce sont les médicaments antidouleurs. Uniquement? Dans la mesure où ils peuvent marcher. Et puisque la maladie, elle est liée au fait à la période des menstrues, l'un des axes de lutte, de soulagement, c'est d'arrêter les menstrues. Donc ça peut se faire de manière médicamenteuse, soit par des pilules ordinaires classiques ou alors avec des médicaments un peu plus forts qui vont supprimer carrément les menstrues pendant une période plus ou moins longue. Alors, l'échographie pelvienne et la colonoscopie sont les deux examens clés en cas d'endométriose, ou bien il y a d'autres? Dans l'élément qui est passé tout à l'heure, on a parlé de l'échographie pelvienne, si possible par voie vaginale, qui va préciser, objectiver des lésions. Deuxième examen qui va aussi permettre le diagnostic, c'est l'IRM pelvienne dont a parlé tout à l'heure un des intervenants dans l'élément. Et une fois qu'on a ce diagnostic, le gynécologue ou le gynécologue traitant pourra permettre à la dame en question, en fonction de son stade d'évolution, lui proposer les traitements adaptés. Alors, vous avez parlé de soulagement pour calmer l'endométriose, de suspension de règles. Une femme qui désirait avoir des enfants, quand elle a cette suspension de règles, comment elle réussit à être féconde ou à contracter une grossesse? Toutes les femmes qui souffrent d'endométriose qui sont infertiles. On estime que c'est seulement une partie d'entre elles. Mais il est clair que l'autre symptôme attaché à l'endométriose, en dehors de la douleur, comme l'a rappelé le professeur Auro dans l'élément, c'est l'infertilité, parce que cette endométriose est source d'infertilité. Et on comprend pourquoi, parce qu'elle va rendre l'utérus lui-même impropre à porter une grossesse, parce qu'elle va altérer les capacités naturelles de l'utérus à porter l'œuf. Elle va bien sûr compliquer la vie de ces dames. Si vous avez des douleurs pendant les rapports, etc., il est clair que la possibilité de procréer en est d'autant réduite. Alors, l'endométriose, la bonne nouvelle, mesdames, c'est que l'endométriose est une maladie bénigne, a priori, normalement. Le pronostic vital n'est pas tout de suite engagé. Mais dans l'élément, on a parlé des reins. Quand on entend reins, déjà, c'est un peu peur. Oui, il y a ce qu'on appelle l'endométriose bénigne dans la plupart des cas, mais l'endométriose aussi peut être très compliquée. Parce que cette endométriose, partie de la couche interne de l'utérus, peut se propager dans d'autres organes. Les organes voisins, bien sûr, comme l'utérus, comme la vessie, le rectum et puis le côlon, mais aussi beaucoup plus haut. On peut avoir des atteintes au niveau pulmonaire et on a même décrit des atteintes au niveau cérébral. Donc, il est clair que si on a une atteinte pulmonaire, une atteinte cérébrale, on est dans le cadre de ce qu'on appelle une endométriose qui n'est plus bénigne, mais qui est maligne. Où le pronostic vital peut être engagé. Voilà. Alors, docteur, ça fait un peu peur quand même. Hein. Oui, l'endométriose. Franchement, moi, je reviens là-dessus. Pourquoi on n'arrive pas à trouver un traitement curatif? Pour arriver à trouver un traitement curatif, il faudrait avoir bien compris le mécanisme de survenue de la maladie. Et qui devrait se pencher là-dessus, qui ne le fait pas? Ce sont des questions de recherche auxquelles s'attachent des équipes. Et ça prend du temps. Et ça prend du temps. Vous savez qu'entre la recherche, les résultats de la recherche, le développement des publications, bien sûr, et puis le développement des solutions cliniques,
ce n'est pas forcément à l'échelle d'une vie, ça peut prendre plusieurs générations. Quand on sait par exemple que l'endométriose a été décrite pour la première fois en 1860, vous voyez qu'on a encore du temps devant nous. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas, il n'y a pas de traitement curatif, mais la psychologie, notamment dans le cadre du couple, peut aider. Parce que c'est très important également. Ce sont des femmes qui, bien évidemment, sont psychologiquement fragiles. Imaginez-vous, chaque mois, c'est pour celles qui en souffrent de la forme la plus sévère, c'est totalement invalidant. Elles ne peuvent pas travailler, elles ne peuvent pas sortir de chez elles. Elles ne peuvent pas vivre, tout simplement. Avoir une vie conjugale normale, elles ne peuvent pas avoir une vie sociale parce que ça les prive vraiment de beaucoup d'opportunités. Donc le volet psychologique est très important aussi dans le traitement, bien sûr, pour aider ces femmes quand même à traverser ces moments très douloureux de leur vie. Mais on peut insister, donner des conseils à l'entourage pour soutenir. Bien sûr, il faut que l'entourage soutienne. Et bon, il est clair que la toute jeune fille, si elle a commencé à avoir des règles... le mari pendant les consultations, pourquoi pas? S'il reste, est-ce que ce n'est pas facteur de séparation après? Oui, parce que non seulement il y a le phénomène douloureux, mais aussi il y a le fait que s'il y a associé à de l'infertilité, ça peut fragiliser les couples, ça c'est clair. Voilà, maintenant, la cohésion du couple est aussi liée à des facteurs qui non seulement sont liés à la médecine, mais aussi à l'environnement familial, social. Donc le volet psychologique est très important à mon sens, en plus du volet traitement médical pour soulager les symptômes liés à la maladie. On entend beaucoup le mot quand vous parlez soulager. La cause première, c'est soulager. Et pourquoi résoudre? Comme le disait Alix, il faut résoudre, le soulager. Non, la manière de résoudre définitivement le problème, ça serait de supprimer les cellules d'endométriose. Elles se suppriment naturellement à la ménopause parce qu'il n'y a plus de sollicitation hormonale, donc il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de règles. Ou alors, vraiment, quand la chirurgie s'impose et que la chirurgie veut être radicale, c'est l'ablation de l'utérus, donc la source de tous ces problèmes. C'est radical, vraiment. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'attache pendant la durée de la vie génitale de la patiente concernée à soulager au mieux ses symptômes, lui permettre, si possible, d'avoir des enfants, si c'est possible, en fonction du stade de sévérité de la maladie. Je parlais de la période d'observation des règles, donc ça fait une longue période. À chaque, on va dire, passage à l'adulte, la préadolescence, l'adulte jusqu'à la vieillesse, comment les femmes doivent se comporter? Parce que les réalités d'une jeune fille ne sont pas forcément les réalités d'une dame, d'une femme adulte. Oui, parce que le corps, il est en transformation. On commence, j'allais dire, sa vie génitale à l'adolescence, les première changements. menstrue. Les cycles n'ont pas forcément les mêmes durées, l'organisme n'est pas forcément rodé, la durée des menstrues, la durée des cycles peut changer. Donc, ce qui rend le corps des femmes particulièrement fragile par rapport à toutes ces périodes de la vie, d'où l'intérêt pour les conjoints, la société, la famille, de leur apporter le plus grand réconfort possible, parce que ce n'est pas évident au quotidien pour des femmes qui souffrent d'endométriose. Docteur Abbé, vous qui êtes très expérimenté, quand vous faites un peu le distinguo, quand vous faites par exemple la comparaison avec non seulement le plateau technique qu'on a ici dans notre pays et en Europe, est-ce qu'il fait bon d'avoir l'endométriose à Paris ou à Guessabo? Bon, c'est sûr qu'à Guessabo, si on a un bon médecin traitant qui a réussi à vous faire le diagnostic. Bon, le diagnostic, il est bien sûr sur les symptômes, mais aussi, on a vu qu'on pouvait avoir au moins réalisé une échographie endovaginale qui va vous permettre d'avoir le diagnostic. Et puis, les principes de traitement sont connus. Ce sont des médicaments que, fort heureusement, même si Guessabo est un peu éloigné d'Abidjan, on peut toujours avoir ces médicaments-là, à condition, bien sûr, d'avoir les moyens. Les médicaments pour soulager la douleur. Les médicaments existent. Mais en cas, par exemple, de complications, dans le cas d'une endométriose où le pronostic vital est engagé, dans le milieu rural, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure actuelle dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Dans notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est sûr que de Guessabo, on sera obligé de venir à Abidjan, où des équipes rodées, telles que celle du professeur Oro que nous avons vu dans l'élément, sont capables de la prendre en charge en fonction du plateau technique de l'établissement auquel on est référé. Je vais revenir sur la recherche, parce que s'il y a recherche qu'on aboutit on va dire, à trouver un traitement, ça soulagerait définitivement et non pas de manière périodique. Pourquoi on n'explore pas la naturothérapie? Parce que les grands-mères dans les villages et même maintenant plus en ville, on a quand même des astuces ici pour soulager les règles douloureuses quand nous sommes à la maison. Et avec l'endométriose aussi, ça pourrait être un...
une option? Je suis parfaitement d'accord, à condition bien sûr que la naturothérapie, comme toute autre science, produise les résultats de ces recherches, les mette à disposition de la communauté. Le but, il est le même. Phase de publication. Soigner les maladies, soigner les patients. Le médecin, c'est ça son travail, c'est d'aider le patient à obtenir la guérison. Docteur, on reste toujours dans la gestion de la douleur. Quid de l'alimentation, en fait? C'est très important, mine de rien. Oui, l'alimentation. L'alimentation pour une femme qui est dans ce cas-là, comment doit-elle se nourrir? À quoi elle doit faire attention? Qu'est-ce qui peut provoquer des facteurs aggravants ou des facteurs soulageants? Non, sur l'endométriose, je pense que l'alimentation n'a pas beaucoup d'influence. Okay. Ah bon? On retiendra sur le plan alimentaire qu'il faut manger sain, naturellement. Éviter tout ce qui est trop sucré, trop salé, manger plus de légumes et de fruits, etc. On parle d'huile de ricin, tout ça? C'est sûr, l'huile de ricin, on va expliquer que ça a des vertus thérapeutiques dans beaucoup d'autres maladies, pas seulement l'endométriose. Donc on parle de la nourriture chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, on parle même de yoga, tout ça. Est-ce que c'est des pistes? On ne sait jamais. Ce sont des pistes, tout concourt, j'allais dire, au soulagement du patient. Et bien sûr, vous ne pourrez parler que de choses dans lesquelles vous avez été formé. Boire de l'eau glacée. Je ne suis pas persuadé que l'eau glacée ou l'eau à température ambiante fasse une différence en termes d'endométriose, mais pourquoi pas? Si ça fait l'objet d'une recherche et que cette recherche a abouti à des éléments probants, nous souscrivons tout à fait. On devrait appeler à la recherche. Nous appelons aussi à la recherche. C'est les associations qui devraient s'en charger. Pas seulement les associations. Où on en est actuellement? Parlons de recherche concrètement. Où on en est? On est à quel niveau? À quel stade? Quelles sont les dernières publications dans ce domaine-là? Les dernières publications dans ce domaine, en fait, les principes, j'allais dire, d'axes de traitement sont connus. Maintenant, il faut savoir exactement comment faire pour que les cellules qui sont normalement situées dans la couche interne de l'utérus ne se propagent pas en dehors de cette couche interne. Wow. Voilà, l'axe de recherche, ça serait de permettre d'arriver à bloquer ce mécanisme. Donc, il n'y aurait pas d'endométriose. Pour se maintenir sur la recherche et les associations, il y a une association très active, Endo-Rose, en France, qui a même dernièrement fait une marche pour demander justement aux scientifiques de se pencher sur la question de l'endométriose. Comment mobiliser les fonds? Parce qu'il s'agit aussi de fonds pour pouvoir appliquer la recherche. Je pense comme toute association et aussi par le canal, votre canal, qui permet d'abord, de sensibiliser le plus grand nombre à cette question, fédérer des énergies, fédérer des moyens et puis en faire une cause pour laquelle on va mobiliser des fonds. Une pensée ce jour pour les femmes du milieu rural, parce qu'en 2018 encore, dans nos pays en voie de développement, il y a des femmes qui vont accoucher à bicyclette. Donc, franchement, quand j'entends ce que vous dites, c'est que vraiment, il y a du boulot. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais vous, la Société ivoirienne de gynécologues, des obstétriciens, qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre part? Notre part, c'est déjà de porter au grand jour, l'information, sensibiliser, faire connaître, en parler sur votre plateau, dans d'autres tribunes, de manière à ce que les décideurs ou ceux qui auraient des moyens, que ce soit privés ou publics, puissent se saisir des causes et puis, voilà, ensemble, avec la synergie de nos actions, arriver quand même à soulager la dame de Guessabo ou celle d'un peu plus loin, avoir le même accès aux soins que celle qui est à Abidjan, de Plateau, qui a les moyens d'aller en France. Alors, merci beaucoup, docteur Hugues Abbé. Vous êtes gynécologue obstétricien et nous parlions de l'endométriose. C'est bien connu maintenant, un peu plus, on va dire, au travers de cet échange-là. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie, mesdames et messieurs. On espère que vous avez trouvé des réponses aux principales questions posées, bien sûr, au docteur. Et puis, on va continuer le débat à la maison et surtout, prier pour que nos conditions sanitaires soient plus développées pour soulager toutes ces femmes qui souffrent des affres de l'endométriose. Très bonne journée sur RTI1. La suite avec Serge-José Amissan, ou selon la programmation. Restez toujours sur RTI1. Bonne journée. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à travers l'ANAGED vous a présenté Matin Bonheur. Ayons un comportement éco-citoyen. La propreté, c'est l'affaire de tous.